Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo que j'ai vu passer beaucoup sur TikTok récemment et je me suis dit que ça serait sympa de la faire ici sur YouTube pour que je puisse vous expliquer un petit peu mes avis plus en détail. Et c'est la vidéo où je vous présente 6 livres que je trouve overhyped, donc surcotés, 6 livres que je trouve underhyped, donc sous-cotés, et 6 livres que je trouve parfaitement cotés entre guillemets, donc je trouve qu'ils méritent leur hype. J'en ai sélectionné donc 6 dans chaque catégorie. Il y a certains livres que je n'ai pas avec moi, donc comme d'habitude je vous mettrai la photo du livre dont je parle juste ici, mais on commence donc avec un livre que je trouve surcoté et on va commencer direct dans le vif du sujet avec Le Prince captif. Alors il y a des livres dont je vous ai forcément déjà parlé, mais en même temps quand je pense à des livres surcotés, c'est ceux-là qui me viennent en tête. Donc on a Prince captif en premier de C.S. Pacat. Alors lui vraiment je ne comprends pas la hype. Encore une fois ça ne veut pas dire que je vous juge si vous aimez le livre, hein. Chacun ses goûts, c'est le principe, mais là pour le coup c'est donc mon opinion, les livres que je juge overhype selon moi et c'est vraiment le cas pour Le Prince captif. Je ne comprends pas l'engouement autour de ce livre, je trouve pas que ce soit particulièrement bien écrit, je trouve qu'il y a des questions et du fétichisme bizarre de la part de l'auteur dans ce livre-ci, encore une fois ma propre perception, hein, faut pas le prendre mal si jamais vous avez aimé le livre, mais voilà, moi je trouve qu'il y a des choses qui sont quand même très critiquables dans ce livre-ci, et vous êtes beaucoup à me dire justement, oui mais elle le fait pour critiquer. Je suis pas d'accord, c'est pas du tout comme ça que je le perçois. Au contraire, moi j'y vois vraiment de la fétichisation de certaines choses et donc ça m'a vraiment posé problème. Et je trouve que ça pose aussi un problème sur la fétichisation des relations homme-homme, notamment. Voilà, après je sais que pour beaucoup c'est un livre qui est très complexe. Moi, j'ai pas eu envie de pousser plus loin l'aventure parce que je sais quand un livre n'est pas pour moi et c'est clairement le cas avec celui-ci et voilà, du coup j'avoue que j'ai du mal à comprendre la hype autour de ce livre-ci. Ensuite, on enchaîne avec un livre que je trouve parfaitement coté et on va prendre Tant que fleuriront les citronniers parce que celui-ci, on en entend bien parler récemment et je trouve que c'est vraiment à juste titre. C'est un livre qui est absolument incroyable, poignant, un récit aujourd'hui très actuel, on va pas se mentir, qui parle donc du conflit syrien qui a lieu depuis des années et dont on entend pourtant assez peu parler et surtout qu'on comprend très peu. Et ce livre-ci, notamment à travers la romance entre deux personnages et aussi une histoire d'amitié, va nous montrer comment est-ce que les personnes arrivent à retrouver l'espoir et l'envie de vivre en temps de guerre. Et donc voilà, c'est un livre qui nous explique ce conflit mais qui vient aussi apporter un message d'espoir tout en posant beaucoup de questions très actuelles. Et rien que pour ça, je trouve qu'il vaut 100% la peine d'être lu. Et pour un livre qui est sous-coté, c'est celui-ci, Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies de Heather Fawcett. Celui-ci, il me semble qu'il devrait, je veux pas dire une bêtise, mais être traduit en français. Et j'ai beaucoup trop hâte, franchement, foncez dès qu'il est traduit en français parce que je trouve que il mérite tellement plus de hype. Il n'y a pas énormément d'avis, il me semble, sur ce livre. Et pourtant, ceux qui le lisent sont très positifs. Et je trouve que c'est un ouvrage qui allie parfaitement la romance avec un petit background de fantasy quand même assez présent. Et en même temps, un Rivals to Lovers et une ambiance très cosy. Puisque dans celui-ci, pour vous faire un résumé très rapide, on y suit le personnage d'Emily Wilde qui veut rédiger en fait la première encyclopédie des fairies pour sa thèse à Oxford, je crois. Et donc elle se rend, elle fait différents voyages et là elle se retrouve dans un petit village, je crois dans les pays nordiques, pour essayer d'étudier les Dark Ones, je crois que c'est ça. Non, pour étudier voilà les Hidden Ones et essayer de percer leurs secrets. Les Hidden Ones, c'est des fairies un petit peu plus sombres, sauf que voilà, le problème de Emily, c'est qu'elle est pas du tout douée avec les gens et elle n'arrive pas en fait à se rapprocher du peuple humain qui vit là-bas pour leur poser des questions, jusqu'au jour où son rival académique, qui est aussi son seul ami, Wendell Bumblebee, arrive et va lui proposer de travailler avec elle, parce que lui, il est très très doué en fait pour parler avec les gens, sauf qu'au fur et à mesure de ses recherches, Emily elle va se demander si Wendell, il n'y a pas plus de choses derrière sa personnalité que ce qu'elle avait vu en fait dès le départ. Est-ce qu'il lui cache pas quelque chose? Et j'ai absolument adoré, c'est mignon, c'est rigolo, c'est un Grumpy Sunshine mais où pour une fois c'est la femme qui est grumpy et lui le sunshine, et puis il y a tout le lore autour des fairies qui est hyper intéressant à découvrir à travers les recherches d'Emily. Et on repasse un livre que je trouve overhyped. Celui-ci, pareil, je sais que c'est un avis qui va diviser, mais Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco, je crois. Et pourtant, j'aime certains livres de cet auteur. J'avais aimé Stalking Jack the Ripper, mais alors, vraiment, Kingdom of the Wicked, je suis passée complètement à côté. En fait, ça me passe au-dessus. J'ai beau essayer de lire le livre, je n'arrive pas à accrocher. Pourtant, j'ai déjà aimé sa plume, mais dans celui-ci, j'aime pas la plume, j'aime pas la romance. Ça m'a fait rouler les yeux environ 25 fois, enfin, je sais pas. Pour moi, tout est trop cliché, pas assez développé, trop facile dans ce livre-ci, assez prévisible.
Donc non, j'ai vraiment pas accroché et je trouve qu'il y a des livres de romantaisie qui méritent 20 000 fois plus de hype que celui-ci. Encore une fois, je n'aime pas de jugement si vous avez aimé, mais vraiment moi du coup je m'attendais à quelque chose d'incroyable et j'ai pas du tout apprécié et en plus il paraît que c'est de pire en pire en fonction de l'avancée des livres, en termes du niveau en fait et de l'appréciation des livres par les lecteurs, donc je ne tenterai pas la suite. Et on continue avec les livres parfaitement cotés, L'Or Olympus, j'étais obligée de le mentionner. Franchement, s'il y a un livre qui mérite parfaitement sa hype, c'est L'Or Olympus. Franchement, cette série, donc qui à la base était une série sur Webtoon, elle est incroyable, autant à travers le retelling en fait de l'histoire d'Hadès et Perséphone, que les dessins qui sont absolument sublimes, l'émotion qui est véhiculée par l'autrice, et je trouve ça dingue de réussir à mêler à la fois le côté esthétique, donc visuel, et en même temps que l'histoire derrière soit aussi forte. Et rien que pour ça, je trouve que c'est un livre qui mérite parfaitement sa hype et à chaque volume qui sort, j'ai qu'une hâte, c'est continuer. Vous me demandez parfois pourquoi est-ce que je continue pas sur Webtoon, parce qu'en fait j'aime tellement le livre papier et découvrir les planches dans ce format-là et non pas juste sur mon petit téléphone que je me réserve à chaque fois la sortie en livre, même si ça me fait attendre plus longtemps. Ensuite, en sous-côté, j'ai choisi une série dont on entend vraiment très peu parler, mais qui est traduite en français, et c'est Every Heart a Doorway de Shannon McGuire. Elle est traduite par les éditions Pygmalion, si je ne dis pas de bêtises. Je crois qu'ils ont traduit 4 ou 5 tomes, je crois 3 ou... non, 4, je suis quasi sûre qu'ils ont traduit 4 tomes. Et en fait, ces livres-ci, c'est des livres assez particuliers. Il faut aimer l'ambiance, mais en gros, c'est sur des enfants qui, quand ils en ont le plus besoin, il y a une porte qui apparaît et qui va les emmener vers un monde qui est censé leur correspondre, selon leurs envies, selon ce qu'ils aiment, mais c'est toujours un petit peu plus... dark, il y a toujours une partie très sombre dans ce monde-là et généralement donc on suit ces enfants-là dans le monde mais surtout quand ils reviennent en fait de ces mondes-ci que leur porte s'est fermée et généralement c'est des enfants qui le vivent mal parce que voilà et donc ils sont dans un institut voilà pour ces enfants-là dont les portes se sont fermées et qui maintenant n'ont plus accès à ces mondes-ci et on suit donc leur histoire dans cet institut mais aussi les différents mondes et chaque livre suit un enfant ou parfois des frères et sœurs dans leur monde respectif et j'adore, franchement j'aime trop cette saga et je trouve qu'on n'en entend pas assez parler mais la vibe est assez spéciale donc je peux comprendre. On repasse sur du surcoté et alors là celui-ci vraiment je n'ai pas pu, c'est A Deal with the Elf King, donc un pacte avec le roi elfe. J'ai lu je crois 150 pages, un truc comme ça et vraiment je pouvais pas. En fait déjà j'ai trouvé que la plume elle était hyper plate et vraiment hachée. Alors je pense que la traduction a joué, mais pour avoir lu aussi des passages du livre en anglais, non, c'est pas vraiment mieux. En plus de ça, j'ai trouvé les personnages mais complètement inintéressants. La romance, c'est pareil, aucune alchimie, je n'ai absolument rien ressenti. Les réactions et les sentiments des personnages, je les trouve complètement illogiques, notamment les réactions du personnage principal féminin vis-à-vis de son... je sais plus si c'est son ami d'enfance, je me rappelle plus, ou son amant actuel, je sais plus, Luc, quoi. Je trouve elle changeait d'opinion comme ça. Vraiment, ça n'avait aucun sens. Et du coup, j'avais aucune envie de continuer à lire sur ce genre de personnage qui, je sais, si elle m'horripile déjà, je sais que ça va pas changer. Et donc, flemme de m'infliger ça pour 300 pages de lecture. Et en plus de ça, on a encore une fois le trope du personnage qui en 2 secondes maîtrise ses pouvoirs. Ça c'est un truc qui m'insupporte, au bout d'un moment faut arrêter, hein. C'est jamais inné comme ça normalement et ça me frustre et je trouve que ça regrouperait vraiment toutes les facilités qu'on peut avoir dans certaines fantaisies et où l'auteur se prend pas la tête et en fait moi c'est pas ça que j'ai envie de lire quand je lis de la fantasy. Je comprends que ça plaise certaines personnes quand on a envie de lire une romantaisie pas prise de tête mais du coup moi c'est pas du tout ce que je cherchais et je suis passée complètement à côté de ma lecture et j'ai préféré ne pas pousser. En parfaitement coté, Divine Rivals de Rebecca Ross. Alors celui-ci, franchement, un de mes coups de cœur de l'année. C'est une romantaisie, donc beaucoup plus axée sur la romance que sur la fantaisie, en tout cas dans ce premier tome, avec une relation épistolaire et un Rivals to Lovers encore, où on y suit donc, je crois qu'il s'appelle Iris si je me rappelle bien, oui c'est ça. On y suit le personnage de Iris qui... Tout va mal dans sa vie, sa mère a des problèmes avec l'alcool puisque son frère s'est engagé dans l'armée, puisqu'en fait le background de fantasy c'est qu'il y a une guerre entre 2 dieux et son frère s'est engagé pour se battre aux côtés de l'un des dieux et donc voilà, la mère d'Iris noie son chagrin dans l'alcool et Iris elle se plonge dans le travail, elle veut réussir à gagner la colonne qui est remise en jeu on va dire dans le média dans lequel elle travaille, sauf qu'elle est en compétition avec Roman Kitt, donc voilà son rival de toujours qu'elle peut pas se voir en peinture. Et pour se décharger un petit peu, Iris, elle a une machine à écrire un peu magique qui lui permet d'envoyer des lettres à son frère. Et elle lui envoie des lettres et tout pour lui raconter comment ça se passe. Mais elle a jamais eu de réponse jusqu'au jour où une lettre arrive. Mais
Il se trouve que Iris ne parle pas avec son frère, elle parle avec Roman et donc va s'entamer un échange épistolaire qui va leur permettre de se découvrir un petit peu plus sans savoir qu'ils échangent l'un avec l'autre jusqu'à ce qu'ils soient propulsés tous les deux au front. Et voilà, franchement, si vous êtes adepte de romantasy, celui-ci vraiment est incroyable. Le background donc de fantasy est pas énormément présent, mais ça laisse présager quelque chose d'hyper intéressant pour la suite, je trouve, et je pense que le tome 2 va vraiment plus équilibrer entre la fantasy et la romantasy, là où dans ce tome 1, c'est vraiment la romance qui est au premier plan. Ensuite, alors celui-ci, vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle fait à le mettre en sous-côté, mais en fait, j'en parlais avec mon amie qui est libraire et elle m'a dit que les ventes de celui-ci étaient étonnamment basses et moi je me suis dit ok, bon bah il va direct dans ma partie sous-côté parce qu'il mérite que tout le monde l'achète en fait et c'est Threads of Power de V.E. Schwab. C'est le début de la nouvelle trilogie de Shades of Magic. Donc normalement, V.E. Schwab a dit vous pouvez lire celui-ci tout seul, mais ça va vous spoiler la trilogie principale, la première trilogie, puisque ça se passe 7 ans plus tard, on y retrouve les personnages, et ça spoil ce qui s'est passé dans la trilogie précédente. Donc voilà, si vous voulez ne lire que ça, c'est possible, mais par contre si vous souhaitez lire la trilogie précédente, faut pas commencer par celui-ci. Donc voilà, celui-ci se passe 7 ans après Shades of Magic, après ces événements, on retrouve les personnages de Shades of Magic, donc j'étais absolument ravie parce que c'est une de mes sagas préférées et j'étais hyper nostalgique de retrouver les personnages, mais j'ai aussi adoré les nouveaux personnages qu'on rencontre dans ce tome-là, beaucoup de personnages assez nuancés, et puis voilà, on retrouve cet univers de dingue. Je vous parle pas du résumé de celui-ci parce que ça serait vous spoiler, mais ça se passe toujours dans cet univers où on a 4 Londres, le Londres gris, le Londres rouge, le Londres blanc et le Londres noir, qui sont voilà, normalement séparés par différentes portes, et avant tout le monde pouvait un petit peu voyager entre ces Londres-là jusqu'au jour où les portes ont été condamnées pour une raison que je vais pas vous donner, et maintenant seuls les Antari, donc ceux qui ont tous les pouvoirs, on va dire élémentaires plus les pouvoirs du sang, et bien peuvent voyager entre ces mondes. Et franchement, si vous aimez la fantasy, c'est pas forcément de la fantasy épique, mais c'est de la fantasy très très riche avec un univers très développé, de la piraterie, du combat, des complots politiques, il y a tout en fait là-dedans, et un système de magie absolument incroyable. Bah, si vous n'avez pas encore lu Shades of Magic, qu'attendez-vous? Alors celui-ci en surcoté, il est bien dans le thème puisqu'il vient de sortir, il va sortir je crois en français très bientôt aux éditions Rajo, et c'était The Stolen Air de Holly Black. Je ne l'ai pas du tout aimé, je vous en avais déjà parlé, ça a vraiment été une énorme déception pour moi qui avait vraiment bien aimé The Cruel Prince. Alors après j'ai lu Le Prince Cruel il y a quelques années, peut-être que mes goûts ont évolué, mais j'ai vraiment l'impression qu'en fait celui-ci est très en dessous du reste de la saga, là où je m'attendais à des complots politiques, là où je m'attendais à une romance vraiment incroyable et bien dosée comme on a dans le prince cruel, et bah ça n'a pas du tout été le cas dans celui-ci. Déjà je trouve que les personnages n'ont aucune alchimie, le récit est très lent et en même temps les actions s'enchaînent sans qu'il y ait vraiment de continuité ou un rythme qui soit logique. Le plot twist sur la fin n'a aucun sens et pour moi démontre qu'il n'y a aucune évolution psychologique de la part des personnages. Là où je m'attendais à complot et machination politique, il n'y a rien du tout, enfin très peu en tout cas. Vraiment j'ai trouvé qu'il était complètement en dessous de ce qu'elle nous avait proposé avec Le Prince Cruel et j'ai été assez déçue. Vraiment, même si j'avais de la nostalgie en fait de me replonger dans la saga, ça n'a pas suffi à me faire passer un bon moment. Vraiment, j'ai pas pu. Et puis alors pour moi, les personnages ne sont pas du tout morally grey, au contraire, et c'est là où je trouve que l'évolution des personnages avec ce qui se passe, notamment sur la fin, ne fait aucun sens. Le personnage de Vren qui passe son temps à se lamenter, au bout d'un moment, c'est juste insupportable à lire. Vraiment, leurs échanges avec Hawke, on ressent rien du tout, je trouve. Donc bref, à part la plume, que j'aime toujours bien, c'est la seule chose qui a fonctionné pour moi, mais je trouve qu'il est vraiment overhyped, et pour moi je pense qu'il y a aussi un petit peu le côté nostalgie de se replonger dans cet univers qui font que, je sais pas, je me dis est-ce que les gens sont vraiment à fond dans ce livre ou est-ce qu'ils notent aussi avec le côté nostalgique parce que ou alors je suis juste passée complètement à côté de cette lecture. En parfaitement hyped, on a The Serpents and the Wings of Night, donc je crois que oui, celui-ci va être traduit en français, c'est La couronne de Nyaxia, je sais plus comment ils traduisent en français, mais il sort très bientôt, je crois qu'il sort en novembre, et alors celui-ci, pareil, parfaitement hyped, comme vous pouvez le voir, c'est un livre que j'ai énormément annoté, et c'est une pépite si vous aimez la fantasy, avec des vampires, avec des humains, avec surtout des tournois mortels, et bah vous allez adorer celui-ci, avec aussi
beaucoup de complexité politique et un conflit qui prend de l'ampleur au fur et à mesure de l'histoire et au fur et à mesure des tomes. Vous allez adorer celui-ci, vraiment c'est une pépite. On y suit la fille adoptive du roi des vampires, enfin du roi d'un des peuples des vampires qui s'appelle Oraya, et elle a toujours essayé en fait de se faire sa place dans le palais malgré le fait que tout le monde veuille la tuer parce qu'elle est humaine à la base. Et sa seule chance de devenir une personne qui pourrait se faire vraiment une place dans le palais, eh bien c'est de participer au Kejari, qui est un tournoi légendaire tenu par la déesse de la nuit, Nyaxia. Mais la victoire ne va pas être facile puisqu'elle va devoir se battre contre les guerriers les plus vicieux et pour ça, pour survivre, elle va devoir former une alliance avec un rival mystérieux qui s'appelle Rain. Rain est dangereux, c'est un vampire sanguinaire, un tueur efficace et surtout un ennemi de la couronne de son père, mais aussi sa plus grande compétition. Et pourtant, ce qui terrifie le plus Oraya, c'est qu'elle est vraiment attirée par lui. Et ce livre-ci, il est incroyable, les plot twists, la romance et surtout un nouveau book boyfriend de qualité. En sous-côté, je vous ai mis un retelling parce que je sais qu'on est beaucoup à être fan de retelling et alors celui-ci, c'était un twist hyper intéressant sur un de mes contes favoris. C'est donc Malice de Heather Walter. C'est un retelling de La Belle au Bois dormant et de Maleficent, donc de la méchante dans La Belle au Bois dormant, celle qui ensorcelle Aurore pour qu'elle se pique le doigt sur le fuseau et dorme pendant des années. Et celui-ci, le twist, c'est qu'en fait, Malice, donc ça se passe toujours dans le même univers, il y a la princesse Aurore, et Malice, c'est un peu une rebelle de la société en raison de ses pouvoirs, mais on fait quand même appel à elle, mais voilà, en même temps, il faut qu'elle vive en marge jusqu'au jour où elle va faire la connaissance de Aurore, et va se créer une attraction assez particulière entre les deux. J'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment génial, et surtout la fin de celui-ci, mais une pépite. J'ai toujours pas lu le tome 2 alors que c'est une duologie, mais autant vous dire qu'après cette fin, il faut vraiment que j'enchaîne. Et si vous aimez les retellings et que vous cherchez aussi plus de lecture queer, et bah franchement foncez. En surcoté, cette fois-ci j'ai mis une romance et c'est Tous nos étés de Carly Fortune. Alors celui-ci, c'est un livre qui m'a énervé au plus haut point. Déjà parce que bon, je trouve pas ça bien écrit. En plus de ça, je trouve le personnage féminin absolument insupportable. Clairement, c'est pas une meuf qui va supporter les autres meufs, hein. C'est vraiment typiquement une pick-me qui passe son temps à dénigrer les autres femmes, puisqu'à la base, on y suit le personnage de Percy qui passe ses étés à Barry's Base avec notamment Sam. Et voilà, on les suit dans le passé quand ils sont enfants et qu'ils grandissent ensemble, et dans le présent où elle se retrouve à retourner là-bas des années plus tard alors qu'on sait qu'ils se parlent plus avec Sam pour une raison particulière, et elle se retrouve à aller là-bas pour un enterrement. Et donc on suit les passages dans le passé et les passages dans le présent. Et alors vraiment, ce livre-ci, déjà je trouve qu'il y a aucune évolution du personnage, aucune prise en maturité de la part de la Percy adolescente à la Percy adulte, si ce n'est même une régression. Je trouve que les actes commis par Percy, moi c'est vraiment un trope, ça je ne peux pas, et je trouve qu'il n'y a pas de regard vraiment critique qui est porté là-dessus, puisque la Percy adulte, donc après ce qui s'est passé dans le passé, n'a pas évolué, n'a pas grandi, continue de lyncher toutes les autres meufs à chaque fois. Enfin je sais pas, je l'ai trouvée insupportable cette femme, et non, pour moi c'est pas possible, et c'est ce genre de livre qui romantise des choses qui sont pas ok. Alors j'ai vu beaucoup d'avis qui disent oui mais du coup c'est des personnages qui sont imparfaits. C'est intéressant des personnages imparfaits, romantiser ce genre de choses et dire et sans montrer une évolution aussi de la part du personnage, je trouve qu'en fait non, du coup c'est vraiment pas ok, et voilà, non, vraiment big non pour moi. En parfaitement coté, j'ai choisi Homebody de Rupikor. Enfin j'ai choisi en fait de vous parler de tous les Rupikor, mais là j'en ai pris qu'un dans mes mains, parce que voilà, je trouve que ce sont des recueils de poèmes parfaitement codés selon moi. Alors ça ne peut pas être le style de tout le monde, mais pour moi qui cherchais à me remettre un petit peu dans la poésie, je trouve que c'est une bonne manière de se replonger petit à petit dedans, parce que c'est des poèmes assez courts, faciles à lire que ce soit en anglais ou en français, et qui en même temps ont des messages très importants. C'est des textes poignants qui viennent parler d'abus sexuels, qui viennent parler d'inceste, qui viennent parler de violences faites aux femmes, de féminisme. C'est des textes engagés aussi sur la xénophobie, le racisme, bref, je trouve que c'est des textes très actuels, et Rupikor a cette plume que je trouve extrêmement percutante. Donc si vous cherchez des recueils de poèmes, foncez vers ceux-là, même si du coup ils sont déjà bien connus, et pour de bonnes raisons. Ensuite, ceux-là on en entend trop peu parler selon moi, ce sont les livres d'Emily St. John Mandel. Pour ceux qui aiment la science-fiction, on va dire, qui vous fait beaucoup réfléchir, il faut vraiment lire les livres d'Emily St. John Mandel. C'est toujours des livres qui se passent sur plusieurs
plusieurs années autour de la science-fiction dystopique. Donc il s'est passé une catastrophe et comment est-ce que l'humanité en fait a réussi à vivre après ça. Et ça pose beaucoup de questions sur l'humain, sur sa résilience, sur qu'est-ce qu'on fait en termes d'apocalypse, sur les progrès de la science. Et voilà, c'est des livres qui font beaucoup réfléchir sans que ce soit énervant. C'est pas un livre que vous allez avoir envie de lire en 8 fois parce que ça vous fait trop réfléchir non plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça reste extrêmement prenant, mais tout en vous posant des bonnes questions. Et là, j'ai pris Sea of Tranquility parce que celui-ci nous pose la question de la responsabilité, de qu'est-ce qu'on ferait si on avait la possibilité de changer les choses en revenant dans le passé? Est-ce qu'on le ferait? Qu'est-ce que ça engage? Quelle est la responsabilité qu'on aurait dans ces choses-là? Et voilà, c'est plein de choses très intéressantes. Là, par exemple, dans celui-ci, c'est suite à une pandémie. Et voilà, enfin, c'est toujours des livres qui posent énormément de questions. Et ça, j'adore. Donc, si vous aimez la science-fiction et que vous voulez des livres un peu plus profond sur la réflexion sur l'humanité, eh bien n'hésitez pas à aller lire les livres d'Emily St. John Mandel. Et on termine avec les 3 derniers livres sous-cotés, sur-cotés et parfaitement cotés. En surcoté, on a, bien évidemment, j'étais obligée de mentionner celui-ci, Things We Never Got Over, de Lucy Score. Vraiment, je pense, le livre que j'ai le plus détesté de cette année 2023, littéralement. Pour moi, il n'y a absolument rien qui va dans ce livre. Déjà, on a l'impression que c'est écrit par un mec de 50 ans. Vraiment, littéralement, le personnage masculin, il a 40 balais. Il se comporte comme s'il en avait 25, il y a zéro maturité. Pour vous dire déjà, c'est le genre de livre où le mec, il emploie que des meufs dans son bar, en fait, et du coup, quand elles ont leurs règles, il prévient tout le monde que c'est alerte rouge parce que les meufs, elles pourraient s'énerver sur les gens sans raison parce qu'elles ont leurs règles. Vous allez me dire que ça, c'est écrit par une femme ? Le mec, vraiment, mais c'est la définition du macho. Il force la nana à lui avouer ses traumas alors que la meuf, elle est pas prête. Il est en mode, tu sors pas du bureau tant que tu m'as pas expliqué. Mais mec, mais c'est quoi ça? Je pensais qu'après After, on avait arrêté de fantasmer sur ce genre de mec vraiment très limite. Visiblement non. L'héroïne principale, insupportable à souhait. La plume, les scènes de sexe, mais j'ai jamais vu un truc aussi cringe de toute ma vie. Oh, je vous jure, j'avais fait un post Instagram, je vous le mettrai dans la description et un reading vlog sur TikTok, mais vraiment c'est pas possible. C'est pas possible ce livre-là, il y a des passages, je vous mets des passages dans mon post Instagram. J'ai lu ça, je me suis dit mais comment c'est possible que ça ce soit ok dans un livre et qu'il y ait vraiment des gens qui mettent... Il a une super bonne note, je crois qu'il a 4,5 sur 5 ce livre sur Goodreads, je ne comprends pas. Là j'avoue, je vous dis toujours, j'aimais pas de jugement, sur celui-ci j'avoue j'aimais un petit peu un jugement. Hein. Et vraiment c'est un mec, en plus le personnage masculin, Nox qui est censé avoir 40 ans, le mec ne sait pas gérer sa colère, ne sait pas gérer sa jalousie, a un problème aussi avec l'hypersexualisation des femmes, hein. Pour lui les femmes c'est des objets visiblement. En plus de ça, l'intrigue elle a ni queue ni tête, les dialogues c'est vraiment n'importe quoi et on en parle du nom de la ville qui s'appelle Knock Them Out. Franchement, genre à quel moment... En fait, il y avait 25 000 red flags dans le résumé de ce livre et je me suis quand même jetée dedans la tête la première et après je me plains de regretter. Et franchement, j'ai rarement envie de mettre 0 étoile à un livre comme j'ai envie de mettre 0 étoile à celui-ci. Genre dites-vous qu'il y a au moins, je pense, 25 000 passages sur le cul de la meuf par le personnage masculin. Littéralement, chaque chapitre, il fait une réflexion sur ses fesses, y compris à un moment où genre ils sont dans la classe pour En gros, le personnage principal, elle se retrouve à s'occuper de la fille de sa sœur, bref, et il y a un problème en classe, et le mec, la seule chose à laquelle il peut penser, c'est en mode, s'il n'y avait pas les professeurs et accessoirement la fille dans la classe, je serais déjà en train de la déglinguer avec sa petite jupe. Mais ça c'est un book boyfriend, vraiment, je peux pas, ce mec. Voilà, et quand la meuf lui parle un petit peu de ses dramas, des trucs qu'elle vit et tout, il dit, non mais moi je peux pas faire du high maintenance et des dramas en fait. C'est lui la drama queen tout le long du roman et il balance des trucs pareils. On a aussi les moments où il lui dit ouais il faut qu'on parle. La meuf elle dit non pas maintenant, il lui dit mais c'est peut-être pas une demande en fait. Mais... Je vais arrêter de juste faire une rant à propos de ce livre aussi, mais voilà, vraiment c'est le livre où pour moi il y a le plus de gap entre mon avis sur le bouquin et mon avis, j'ai envie de dire, où vraiment je pense que le livre mérite d'avoir même pas 3 étoiles sur Goodreads et la note qu'il a par les lecteurs. Vraiment, j'avoue que celui-ci, ça me sidère. Mais passons à un livre que j'ai beaucoup plus aimé. Pourtant, celui-ci, alors, moi, je le mets en perfectly hype, mais je sais que c'est un livre qui divise un petit peu plus. Pour autant, moi, je trouve qu'il mérite vraiment parfaitement sa hype. J'ai absolument adoré. C'est pas un livre parfait, c'est pas ça que je vous dis. C'est pas la fantaisie non plus la plus poussée ou la fantaisie de dingue. Pour autant, c'est vraiment un livre qui m'a fait passer un tellement bon moment. J'ai juste qu'une envie, c'est de lire la suite. J'ai pas pu m'arrêter pendant que je le lisais. J'ai envie d'y retourner tout le temps. Et pour moi, ça veut dire que j'ai adoré. Pour autant, vraiment, je sais que c'est pas un livre parfait et qui plaira pas à tout le monde. Mais pour moi, il mérite 100% sa hype parce que j'ai juste passé un très très bon moment et j'ai qu'une envie, c'est de lire la suite. C'est bien évidemment Fourth Wing de Rebecca Yarros. Et celui-ci sort normalement, je ne sais plus quand est-ce qu'il sort, mais il sort aux éditions
Hugo Roman. Et voilà, si vous l'avez pas encore lu en VO, foncez le lire en français. C'est pareil, de la fantasy avec de la romance. Il y a des gens qui disent c'est plus de la romantasy. Moi je trouve que la romance est présente, mais c'est pas ce qui est le plus présent dans le livre. On y suit donc le personnage de Violet Sorrengail, c'est-à-dire que dans le War College, donc le collège de guerre de Basquiat, il y a 4 sections. Il y a les riders, ceux qui chevauchent les dragons, les scribes, ceux qui, les scribes quoi, les healers, donc les soignants, et l'infanterie, les soldats je crois que c'est les soldats de terre quoi. Et Violette, elle a toujours voulu être scribe. Voilà, son père était scribe, elle a toujours voulu être scribe, c'est sa passion. Sauf que sa mère lui dit, mais ma cocotte, tu n'as pas ton mot à dire, tu vas me chevaucher un dragon direct, et voilà. Sauf que pour rentrer chez les riders, c'est extrêmement compliqué. Il faut marcher sur un parapet comme ça, tout petit au-dessus du vide, et ne pas mourir. Et c'est genre la section où il y a le plus de morts. Ils sont très très peu arrivés jusqu'à la fin de la première année, et encore moins arrivés jusqu'à la fin du collège, quoi, de l'université. Et elle se dit, Violette, moi c'est pas fait pour moi, je suis frêle. J'ai juste envie d'écrire sur des parchemins, donc je vais jamais m'en sortir. Et au final, elle réussit à intégrer la session des riders. Et ici, elle va rencontrer son ennemi. Voilà, c'est de par leurs parents, ils sont vraiment ennemis, qui s'appelle Xaden Ryerson. Mais ils vont peut-être se retrouver à devoir travailler de concert, et au fur et à mesure que l'intrigue avance, eh bien Violette, elle va aussi commencer à remettre en question ce qu'elle sait sur le contexte actuel de ce qui se passe là où elle vit, et sur ce qui se passe aussi en dehors de la bordure de la frontière. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Pour l'instant, le setting de la fantasy est hyper intéressant, mais ça nous montre aussi surtout le potentiel qu'il y a pour la suite en fait du développement de l'univers et du système de magie qu'il va y avoir au fur et à mesure. Et puis la fin donne trop envie d'avoir la suite, donc voilà, moi dès qu'il est sorti en anglais, en VO, je le prends direct sur Kindle et j'enchaîne les deux. Et en sous-côté, j'en ai mis un qui est sorti en français, je pense, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, qui est Iron Widow de Xiran Jay Zhao. Celui-ci, c'est, on va dire, un livre... C'est quoi? C'est fantasy, fantastique, science-fiction, fantasy, science-fiction? Je saurais pas trop comment vous le décrire, mais je serais un truc un peu à la Transformers, Mulan Transformers, un peu comme ça quoi, pour vous donner les grosses vibes. Et celui-là, je l'ai beaucoup aimé, on a vraiment un personnage féminin hyper intéressant, et je crois que c'est un retelling d'un mythe chinois, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Non, c'est pas un retelling d'un mythe chinois, c'est le retelling d'une véritable empereur chinoise, je crois, il me semble, une impératrice du coup chinoise, je veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça, que c'est basé là-dessus. Et là dans le résumé anglais, ils nous disent que c'est en gros The Handmaid's Tale, donc la servante écarlate rencontre Pacific Rim dans ce retelling de l'histoire chinoise avec de la science-fiction. Et dans celui-ci, on a donc le peuple qui combat dans des chrysalides, donc c'est les hommes qui combattent ces énormes chrysalides, donc comme dans des Transformers, et pour réussir à combattre, ils ont des concubines, donc en gros ils pompent un peu l'énergie de la concubine dans le casque pour pouvoir piloter. C'est un peu chelou. Hein. Et avec ça, ils vont combattre des aliens de l'autre côté du grand mur, de la grande muraille, donc j'imagine un peu la grande muraille de Chine, quoi. Et on va proposer à Vetian, qui a 18 ans et qui est notre personnage principal, de devenir pilote concubine. Sauf que, eh bien, elle va être tellement puissante qu'elle va assassiner le pilote masculin, qui est celui qui est censé commander. Et donc, elle va peut-être devenir l'une des pilotes les plus dangereuses de tous les temps. Et surtout que maintenant qu'elle a goûté au pouvoir, eh bien elle en veut beaucoup plus. Et ce que j'ai mis dans ce livre aussi, c'est qu'on a aussi une représentation du polyamour. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, puisqu'on en a très peu dans les livres de fantasy actuels. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi le setting, l'histoire, et le fait que ça soit basé, bien évidemment de manière... très retravaillé sur l'histoire d'une impératrice chinoise, voilà, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, je l'avais pas vu tant passer que ça à sa sortie en France, je crois qu'il est sorti chez La Martinière en français, et je trouve qu'il mérite vraiment d'être beaucoup plus lu si c'est le genre de récit qui pourrait vous intéresser. Et voilà qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous auriez changé de catégorie, ou à me dire 3 livres, un livre que vous auriez mis du coup en sous-côté, un livre que vous auriez mis en parfaitement côté, et un livre que vous auriez mis en sur-côté parmi vos dernières lectures. Et puis sur ce, moi je vous fais de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.